À l'époque, je faisais tout et Florence, elle faisait pas grand-chose. Mais quand c'est devenu plus dur, comme par hasard, il a mis sa femme présidente. Moi, je déteste l'échec. Je déteste. J'étais trop intense. J'en voulais trop et je m'en voulais trop. J'ai dit, mais tu vas être un néant social, j'ai besoin d'admirer pour aimer. Enfin, j'ai sorti des conneries. J'ai toujours eu l'intention de faire des études. Je trouvais que le monde sérieux, c'était le monde de la ville. Pour moi, le ski, c'était un monde de vacances et de week-end. Le virage vers Gros Sport, c'était très rapidement et très fort. On a ouvert des magasins à Marseille, à Annecy, à Lyon. On a ouvert 4 ou 5 aux États-Unis, à Los Angeles. On en a ouvert en Belgique. Ma seule copine, c'était Ivana Zelikovic, celle qui est devenue Ivana Trump après, plus tard. Et après, elle a rencontré Trump. Salut les extraterriens. Pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez le voir, je suis dans un décor très particulier puisque je suis au milieu des vignes bordelaises et pas n'importe lesquelles, celles du château Smith au Lafitte, un des plus grands crus de Bordeaux. Pourquoi ? Parce que je suis allé voir un couple exceptionnel, un couple qui a eu 3 vies et c'est le couple de Florence et Daniel Catillard. Ils ont commencé leur carrière en tant que sportifs de haut niveau, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et ensuite, eux deux, ils ont cofondé l'entreprise Go Sport que vous connaissez tous et l'ont fait grandir au maximum jusqu'à, ils vous diront, plus de 50 magasins avant de revendre cette société et de se passionner pour le raisin, pour la vigne et pour le vin. Et en plus, toute cette notion d'excellence, donc ils l'ont eu dans le sport, ils l'ont remis dans le business, ils l'ont remis dans les produits du terroir, dans les produits français. Et en plus, ils ont réussi à le transmettre à leurs 2 filles, Mathilde et Alice, qui ont toutes les 2 fondé respectivement les marques que vous connaissez, Caudalie et les sources de Caudalie dans l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est dans ce contexte hyper particulier que je suis allé voir Florence et Daniel pour leur demander leur secret d'excellence, pour leur faire raconter leur parcours. C'est des gens qu'on voit très rarement en interview et c'était une interview qui était passionnante. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc merci à vous et je vous souhaite une très bonne interview. Salut. Rebonjour Florence, Daniel, merci infiniment pour votre accueil au château Smith au Lafitte que vous avez racheté en 1990, il me semble. En décembre, on s'est installé en janvier 91. D'accord, ok, merci de corriger, n'hésitez pas en tout cas. Je suis vraiment ravi et enchanté d'être avec vous aujourd'hui et de vous recevoir sur notre média. Pourquoi ? Parce que la première personne qui m'a parlé de vous, c'était mon père, qui vous a pris comme exemple pendant longtemps. Mon père était un grand amateur de vin, aussi entrepreneur plutôt dans l'immobilier. Ah, c'est bien ça. Moins bon skieur, mais qui a toujours porté les valeurs du sport et qui m'a toujours parlé de vous depuis longtemps. Donc je couvrais un petit peu cette envie. Je vous ai dit, on vous présente un petit peu comme le couple qui a eu plusieurs vies, la vie d'athlète, la vie de businessman et de businesswoman, le couple qui réussissait un petit peu tout dans le business et maintenant une vie de vigneron. J'ai envie qu'on aborde un petit peu ces 3 parties-là et puis aussi j'ai envie qu'on parle de transmission avec vos 2 filles qui réussissent avec excellence et j'ai cru comprendre aussi les petits-enfants qui sont passionnés de sport également. La toute première question que j'avais envie de vous poser à chacun de vous, peut-être en premier avec vous, Florence. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers souvenirs de sport et de vos premiers souvenirs de compétition que vous avez eu étant jeune ? À l'étranger, non, en France. Enfin, en France, oui, tout à fait, oui. Parce que moi j'avais à peu près 10 ans, 11 ans, et à l'époque il y avait de la neige. Hein, et moi j'étais dans les Alpes de Haute-Provence, on disait à l'époque Basses-Alpes, et j'ai commencé à skier parce que mon père ils avaient un micro bout de chalet au Super Sauze au-dessus de Barcelonnette. Et c'est là que j'ai gagné mes premières courses dans ma catégorie, hein, qui était les minimes. Et j'ai trouvé que ça me donnait un sentiment incroyable. Mais après, quand j'ai voulu enclencher vers des stations plus sérieuses, comme l'Alpe d'Huez ou Chamonix, enfin quand j'ai été sélectionné dans ce qu'on appelait les espoirs interrégionaux, là j'ai eu très peur. Parce qu'à l'époque, on skiait les 3 disciplines. Hein, et moi, j'étais plutôt une fille de slalom. D'accord. Et vous, Daniel ? Alors moi, je suis né dans une petite ville d'eau qui s'appelle Uriège-les-Bains, qui est au pied d'une montagne. Et sur cette montagne, il y a une station qui s'est érigée qui s'appelle Champs-Rousse. Et donc, j'ai été au départ de cette station. Et il y a eu un club des sports qui s'est formé.
Et donc, j'ai fait partie de ce club des sports. Et puis ensuite, je suis allé au Grenoble Université Club, qui était un grand club de sport pour les étudiants, le meilleur club universitaire français. Et donc voilà, donc le début c'était besogneux, effectivement. Je m'en souviens comme un sport difficile où on avait toujours froid, on avait Ça, été c'est sûr. mouillé, et voilà, c'était. Mais bon, Mais après, malgré tout, toutes ces déboires du début, j'ai trouvé ça formidable et j'ai toujours voulu. Je me suis toujours accroché avec ça. ils t'ont fait passer directement dans l'équipe B, dans l'équipe réserve, alors que moi j'ai fait les sports interrégionaux, les sports nationaux, équipe réserve, équipe B. Enfin, j'ai fait 4 ans de ski à plein temps, 11 mois sur 12, 8 heures par jour. Daniel, lui, c'était 2 ans. Oui, j'ai passé beaucoup de temps comme skieur universitaire. D'abord parce que le GUT me gardait, parce que comme j'étais pas trop mauvais et que je gagnais souvent, il voulait que je reste. J'avais pas trop envie de m'exporter ailleurs. Ça justifiait effectivement tous les efforts qu'il faisait pour faire briller ce club. Donc j'ai passé pas mal de temps, puis ensuite il a fallu que j'ai passé toutes mes études secondaires jusqu'à l'entrée à l'université. J'étais au Grenoble Université Club. Puis après, quand j'ai passé mon bac, je me suis dit, mais j'aurai le temps de faire mes études universitaires. Je vais essayer de tenter ma chance dans le ski au niveau FIS. Voilà. Okay. Donc j'ai changé du ski universitaire le ski niveau FIS. Ok. C'était une volonté de votre part de peut-être vivre du ski, d'aller au plus haut niveau possible dans le ski. Est-ce que c'était un rêve? Maintenant, je vois les enfants. Ce qui leur fait rêver, c'est les champions, les championnes qu'ils voient à la télé, les Serena Williams, les Roger Federer pour certains, dans d'autres sports. Est-ce que vous, à l'époque, c'était une envie, même une possibilité de se dire, tiens, il y a une vie possible dans le haut niveau Bien sûr, parce qu'on était les seuls à parler anglais. Et on était les seuls à faire des vraies études. Et par contre, il y a une justice du chronomètre qui est impitoyable. Moi, je me revois tombant dans un slalom où j'avais l'impression pourtant d'aller vite, mais j'étais peut-être un peu au-dessus de mon niveau. Et je me revois, je m'étais fait mal, hein, j'avais tordu la cheville. Et je disais, mais mon Dieu, je veux être comme Marielle Guachel plus tard. Je donnerai 10 ans de ma vie, n'importe quoi. J'étais excité, hein. Et j'étais pas doué comme ces filles qui arrivaient de leur montagne et qui avaient un sens de la glisse. Une intelligence des pieds sur les lattes en bois. À l'époque, c'était pas encore les fibres de verre. Et je voyais bien il fallait que je rattrape ça. Mais c'était pas facile. Si vous aviez pas le talent, alors quels étaient vos points forts, vos qualités en tant que skieuse? Moi, j'avais été très forte à l'entraînement. Et je m'effondrais un peu le jour de la course, malheureusement. Alors que Daniel, c'était l'inverse. Il parle moins que moi, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et vous, Daniel, vous aviez envie il y avait des rêves d'olympisme, de champion du monde. C'était quelque chose que vous vouliez ardemment? Pas vraiment au départ. Au départ, j'ai fait du ski parce que c'était une aventure qui se passait à quelques kilomètres de chez moi, donc dans la montagne au-dessus de l'endroit où j'habitais. Et puis je me suis accroché à ça, j'ai pris confiance, le ski m'a donné énormément confiance en moi. Mais moi, j'ai toujours eu l'intention de faire des études et je trouvais que le monde sérieux, c'était le monde de la ville. Pour moi, le ski, c'était un monde de vacances et de week-end. Et donc, je sais pas, j'étais un garçon suffisamment sérieux, peut-être dans ma tête, pour penser que plus tard je travaillerais pas forcément en station. Je rêvais pas forcément de ça. Je préférais m'accrocher à un boulot de plus de citadin.
Vous saviez que vous allez revenir à la vie réelle finalement, au monde du travail à un moment donné en fait. Ah oui, moi j'ai toujours pensé ça. Tu ne le savais plus que moi alors qu'il était plus doué. C'est Moi, bizarre. j'ai fait du ski comme une parenthèse enchantée qui a duré qui a duré longtemps, hein. Ça a duré, je sais pas, une vingtaine d'années. Mais au niveau supérieur, ça a duré 2 ans et demi, toi. J'ai arrêté Oui, ça fait avant les JO. Ça fait Ouais. 3 ans. 3 ans. Moi, ça a duré plus longtemps, hein, quasiment à plein temps, mais avec 2 parents profs. Parce qu'à l'époque, on pouvait passer les examens en septembre. Et on avait 1 mois, le mois d'août, et donc on me présentait même pas en juin, c'était hors de question. Mais alors, au mois d'août, ils me gavaient de sciences comme de paille sèche, quoi. Et ça marchait. Mais par contre, moi j'ai passé, à l'époque il y avait le premier bac, vous avez le deuxième bac, premier bac mention très bien, deuxième bac mention bien, après AB, et puis après il n'y avait plus de mention. Mais enfin, j'ai jamais perdu une année, quoi. Et à cause des parents. Mais j'aurais tout lâché pour être comme Marielle Guachel, qui avait 3 médailles d'or, quoi. Ça, sans problème. Et j'étais étonné que Daniel soit un peu moins accroché, parce que moi je lui disais, mais Daniel, c'est l'or blanc. Il faut, à l'époque, avec l'équipe de France, gagner tout. Et on avait la possibilité de reprendre une station, par exemple aux États-Unis, comme les héros de la station. Et puis, à la mort de son père, il fallait qu'il reprenne les petites affaires. Voilà. C'est ça qui vous a fait arrêter? C'est la maladie de votre papa qui vous a fait arrêter le ski? Un peu. Oui, je pense que ça a été important parce que il avait fait une petite entreprise qui se trouvait complètement déséquilibrée par le fait qu'il en était l'animateur principal et que cette entreprise allait être reprise par des concurrents et je me suis dit que c'était le moment de plonger dans un autre monde. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Elle n'avait pas été reprise, elle risquait d'être reprise. J'ai adoré parce que je me suis trouvé dans un monde qui me convenait parfaitement. Peut-être à cause de ma formation dans le ski, de la confiance que j'avais prise, et puis des études que j'avais entreprises aussi en même temps. Mais dès que j'ai attaqué le monde du travail et de l'entreprise, j'ai trouvé ça absolument formidable. J'ai plus vu les années passer. Ça n'a jamais été un travail pour moi. Et mes affaires ont toujours bien marché, vous le disiez tout à l'heure. Et elles ont été très variées en plus. Et donc, je regrette pas du tout ce choix. Il était construit. Finalement, en vous écoutant, j'ai presque l'impression que vous auriez regretté presque d'avoir une carrière de haut niveau dans le ski et que ça aurait presque été une obligation finalement ou un chemin un peu suivi. Mais il faut bien dire que j'ai pas mis toutes les chances de mon côté pour que ça soit de la sorte, parce que des garçons comme Jean-Claude Killy sont partis beaucoup plus tôt que moi dans les courses internationales, et ils se sont fait une réputation, et moi je suis arrivé c'était presque déjà un peu tard. L'équipe de France était très forte en elle-même. Elle n'avait pas envie de nouveaux arrivants, que ce soit moi ou d'autres. L'équipe s'était un peu fermée sur elle-même. Et donc, j'ai trouvé ça moins rigolo finalement que toutes mes années universitaires où j'avais des bons copains avec lesquels je passais des week-ends absolument formidables. Et tu gagnais facilement, alors que dans l'équipe de France professionnelle, parce qu'il skiait tout le temps, là il était plus second plan que premier. Il y a un changement de statut qui est difficile à gérer. Ouais, même quand il était dans l'équipe olympique, quoi. C'est que moi, je lui ai pas parlé pendant 15 jours quand ils l'ont sélectionné, parce que j'ai jamais eu le fameux coq de l'équipe olympique. J'étais dans les réserves. Il fallait que quelqu'un se torde un peu la cheville pour que j'ai un espoir de partir, mais on était 4 filles qui pouvaient prétendre, donc c'était pas sûr qu'ils me choisissent moi. Quelles sont les qualités que vous retenez
de cette période-là? Qu'est-ce que vous avez développé en vous? Vous avez parlé de confiance, vous avez parlé d'envie, d'une certaine forme d'ambition. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez construites, que vous avez Il faut appris? beaucoup de ténacité dans les affaires. Et il en faut aussi beaucoup dans le ski. C'est bien évident que tout doit être tourné vers l'objectif de la victoire quand on fait du ski et que on peut rien négliger du tout. Donc, quand on a cette obsession en permanence, on peut y arriver. Moi, On l'a pas, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Moi, j'ai eu l'amour de la nature. J'ai été vraiment même quand vous êtes, à l'époque, on avait on crevait de froid tout le temps, hein. Mais même quand, en novembre, on skiait par moins 35, on était les seuls à Val d'Isère, l'équipe entre les piquets, mais c'était tellement beau avec l'air qui fait des paillettes de froid, vous savez, les sommets qui brillent, parce qu'on partait tôt, hein. Et c'était magique, même si on grelottait un peu. Et puis, on a appris un peu aussi à skier de temps en temps. C'était les vacances. Quand on avait un dimanche après-midi, on allait skier dans la poudre. C'était magique. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Même à notre âge avancé. Dans la poudre, on skie encore comme on marche. Sur les pistes, il y a trop de monde maintenant. Pour nous, avant, on était 20 mètres devant. Et maintenant, les gars avec leurs planches, là, leur snowboard, non, Oui, snowboard, ils sont sourds parce qu'ils ont la musique dans les oreilles, ils sont aveugles d'un côté et ils vont vite. Donc et puis souvent il y a les canons à neige et les pistes sont rétrécies. C'est le réchauffement climatique, on l'a dans les stations, on l'a dans la vigne aussi maintenant. Bien sûr. Mais nous, mon père voulait m'appeler nature, je me souviens, et ce côté bio qu'on garde, puisque maintenant on fait des vins 100% organiques et biodynamiques, on l'a attrapé au ski aussi. Cet amour de la nature, cette sensibilité à ce que dit la terre. À la beauté des choses aussi, parce que vous pouvez pas faire un grand vin si c'est pas dans un environnement qui est beau. Et il faut lutter pour la beauté, aujourd'hui plus que jamais. Salut, je suis désolé de t'interrompre juste avant de commencer l'épisode, mais j'ai découvert une stat de dingue qui m'a rendu fou sur Extraterrien. En effet, vous êtes plus de 85% à regarder nos interviews, nos épisodes, sans vous être abonné à la chaîne. Et pourtant, s'abonner, c'est probablement ce qui nous aide le plus à aller convaincre des athlètes exceptionnels de venir participer au podcast. Alors bien sûr, si c'est la première fois que t'écoutes Extraterrien, reste tranquille, on te demande rien. J'espère vraiment que tu vas aimer cet épisode. Et si à la fin ça t'a plu, mets-nous un petit commentaire ou un petit axe d'amélioration. On vous lit tous et on répond à tout le monde. Par contre, si c'est la deuxième, troisième ou quatrième fois que t'écoutes Extraterrien, ça serait peut-être le temps de t'abonner parce que t'aimes ce qu'on fait. Donc donne-nous un petit coup de pouce en cliquant sur s'abonner et en mettant la cloche. Pour me motiver, l'équipe elle m'a donné un challenge. Si on atteint les 100 000 abonnés, je m'inscris automatiquement à un 100 km. J'en ai jamais couru, j'ai jamais couru plus qu'un marathon, donc ça sera un vrai challenge et je vais tout documenter sur LinkedIn, sur YouTube et bien sûr en podcast. Donc si jamais t'as envie de me voir courir un 100 km, abonne-toi. Allez, on reprend l'épisode. On va en reparler. J'ai deux dernières questions un peu sur ce chapitre du sport. La première, c'est de savoir qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans cette vie on peut dire d'ado ou en tout cas de jeune adulte dans le monde du haut niveau ou du ski. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient pesantes ou peut-être un petit peu plus qui vous demandaient un peu plus d'effort ou qui étaient un peu plus une besogne pour vous? Non, pas pour moi. En tout cas, non, j'ai fait ça avec passion et j'avais pas de limite de ce côté-là. Je trouvais beaucoup de plaisir, surtout quand je gagnais, bien sûr. Mais même quand on perd et quand on fait du sport, on sait qu'on perd souvent. Mais il faut se remettre, à se relever. Non, j'ai toujours trouvé que c'était un effort qui était fait dans des très belles conditions. Effectivement, Florence parle de la beauté des paysages, c'est vrai, bien que quand on est obsédé par le résultat, on regarde pas trop les paysages, mais qu'enfin, de temps en temps, on lève un œil quand même, et on se dit, waouh, ouais, j'ai de la chance de faire ça dans un tel paysage. Vous avez dit que vous auriez des réponses différentes. Moi, je déteste l'échec. Je déteste. Et donc, un mauvais chrono, une chute, et j'avais du mal à desserrer les dents, quoi. J'étais furieuse contre moi-même, puisque c'est un sport individuel. Et vous êtes... Parce qu'en plus, comme je disais, je marchais toujours très fort à l'entraînement.
beaucoup moins en course. Et je me suis dit, c'est une faille énorme, quoi. Il y a un moment où il faut tout donner. Et en fait, il nous faisait faire des descentes, alors que j'étais pas une descendeuse. Et finalement, ce qui nous a un petit peu sauvés, parce qu'on était 2 ou 3 filles un peu minces, c'est que il nous donnait un demi-verre de Bordeaux rouge, parce que il y en avait quelques-uns qui étaient, je me souviens de Jean-Claude Killy ou de François Bonlieu, qui étaient très soucieux. Déjà, ils étaient en avance de presque un demi-siècle sur le French Paradox. Un peu de vin rouge, avec du Cabernet Sauvignon, qui est quand même le plus digeste des cépages. Ça vous permet de dormir comme des pioches, parce que la veille. Et puis on avait peur que le jour J. Et ça nous faisait gagner moins de cernes sous les yeux et moins d'angoisse. On faisait pas des obtracans toute la nuit. Donc il y avait un petit verre de vin la veille d'une course. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est une recette qu'on fait plus, hein. Non. Je suis pas sûr qu'un Alexis Pinturo ou un Tessa ou une Tessa Worley. Oui, mais les Moi, je filles, crois que j'ai jamais fait ça. mais les filles un peu minces, elles font plus de descente. Elles font que du slalom ou du slalom géant. Là, on dormait. C'était nos disciplines, mais Michaela Schifrin, elle fait que slalom et slalom géant. Voilà. Vous saviez ce qui vous manquait? Vous dites que vous n'étiez pas une femme de compétition. C'était qu'est-ce qui bloquait? C'est l'inverse, j'étais trop intense. Ah. J'en voulais trop et je m'en voulais trop. Daniel a toujours été plus cool que moi, plus philosophe. Il donne du temps au temps. Il sait que ça va rebondir. Moi, je suis une pessimiste active, mais quand même, j'ai plus de mal à me remettre dans l'optimisme parfois. Je suis obligé de vous poser la question, finalement, parce qu'on parle un petit peu d'amour, on parle de couple. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, tous les deux? Sur les pistes. Sur les pistes? Oui. Dans quelle station? Aux deux Alpes. Quoi. Aux deux Alpes. Ouais, Champs-Rousse, ouais. Aux deux Alpes. J'avais repéré à Champs-Rousse et après, je l'ai revu aux deux Alpes. Aux deux Alpes. Et moi, je savais que ce qui est très bien, il était sur la couverture d'un livre de Joubert, qui était l'entraîneur des grandes équipes universitaires. Et ils disaient tous que c'était le seul étudiant qui pouvait rivaliser avec les pros de l'équipe de France. Donc je regardais d'un drôle d'œil déjà, et puis je me souviens à l'époque, c'était Montclair qui nous offrait Montclair, ça veut dire Monestier de Clermont, hein, faut quand même le savoir. Et c'était qui équipait l'équipe de France. C'était petite boîte, toute petite. Et moi, j'avais choisi, ça s'appelait les Viso, les anoraks, j'en avais choisi un vert, alors qu'on avait tous du bleu, blanc, rouge, des trucs marines. Et il m'avait repéré, grâce à mon anorak, je pense, d'une couleur différente. Et moi, j'avais repéré aussi. Et il y avait une course des filles et des garçons en même temps aux deux Alpes. Et on s'est débrouillé pour monter dans le même œuf, si vous voulez. Et du coup, on a parlé un peu timide, hein. Puis après, quand on s'est retrouvés dans l'équipe, les filles étaient dans un hôtel, les garçons dans un autre. De temps en temps, on se faisait des petits bonjours, mais on avait le droit de rien, quoi. C'est dans les courses universitaires, parce qu'on allait quand même faire les championnats du monde universitaires, vu notre statut, que là, on pouvait se parler, mais pas souvent, parce qu'on tirait au sort à l'époque. On nous envoyait pas aux États-Unis. Il faut se replacer dans le contexte, il n'y avait pas assez d'argent. On tirait au sort soit la Scandinavie, soit les pays de l'Est. Et moi, j'ai tiré 3 années de suite les pays de l'Est, qui est un Niagara de larmes. Et ma seule copine, c'était Ivana Zelikovic, celle qui est devenue Ivana Trump après, plus tard. Hein. C'est vrai? Oui, bien sûr. Quelle histoire? Eh bien, elle était dans l'équipe on disait Tchécoslovaquie, pas encore Tchéquie. Et c'était une jolie brunette aux longues jambes. D'accord. Vous avez encore des relations? Non, j'en ai jamais eu à partir du moment où elle est partie en Autriche. Je pense qu'elle a fait défection d'ailleurs au cours d'une course. Puis comme elle était mignonne, elle a épousé un gars, elle a eu une carte autrichienne de résidence. Et après, elle a rencontré Trump. Incroyable, sacrée histoire. Sur les pistes d'ailleurs. mais bon, après je l'ai perdue complètement de vue, et puis elle est devenue blonde, pas mal transformée.
Et elle est morte il y a 2 ans. On l'a dit à l'instant, c'est effectivement la maladie de votre père qui vous a ramené dans le business, qui vous a fait arrêter le sport. Vous vous êtes senti bien dans ce nouveau monde du business. Quand était-il pour vous, Florence, que j'ai l'impression que vous l'avez suivi quelques mois plus tard? Moi, je l'ai suivi quelques mois plus tard et j'ai été surprise de voir comme il tenait le choc, parce que les banquiers qui finançaient quand même l'entreprise du père disparu, quand ils ont vu arriver le skieur, hein, ils ont tous plié les parapluies. Hein. et c'était très tendu. Et puis, c'était quand même la fin des 30 Glorieuses. Et on prenait des risques. On avait le ski, ça vous apprend la prise de risque, hein, forcément. Hein, et C'est quoi, c'est un risque financier, bancaire que vous avez fait? ben oui. Et ça marchait, parce qu'on bossait comme des malades. On n'a pas beaucoup vu nos filles, hein, mais bon, on était un couple un peu fusionnel Mais ça a très bien marché, oui. L'affaire a grandi jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Et en même temps, on a lancé GoSport après. Bien sûr, il y a eu plusieurs activités dans justement l'entreprise familiale. Oui, il y a eu plusieurs activités. Ça a commencé avec une activité de supérette, après c'était plutôt des supermarchés, après c'était des gros magasins qu'on appelait à l'époque des hypermarchés. Vous pouvez rappeler la marque peut-être pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, ça s'appelait Gentil, Genty, et c'était localisé au début à Grenoble, autour de Grenoble, et puis ça a grandi dans tout le sud-est de la France. Et ça s'appelait Record, les hypermarchés. Ouais. Et au pic, vous aviez combien d'employés? On avait 9500. Avec GoSport. Avec GoSport. Il y avait 55 gros magasins GoSport, qui étaient comme ça au début avec Decathlon. Hein. Et je vais vous en parler. Et puis quand Daniel a vendu sans casse sociale, des affaires qui marchaient fort, mais il voyait bien que pour les défis qui arrivaient, il était petit. Casino a très bien développé les supermarchés et les hyper à l'époque. Et par contre, ils ont trait la vache à lait sur GoSport. Et il y a toujours un moment où le Decathlon s'est mis à monter et GoSport est resté à plat, et puis tristement à piquer du nez il y a quelques années. Voilà. Quelle est la relation qu'on peut avoir avec ces concurrents, ces mastodontes qui font du business aussi en famille? Étonnamment de très bonnes relations. C'est un métier qui est concurrentiel, quand même. Très concurrentiel. Tant qu'on le pratique, effectivement, on est sur le ring, mais on en garde toujours des très bons souvenirs. Et je suis toujours très ami avec les grandes familles que j'ai connues à l'époque, et avec lesquelles j'ai rivalisé, bien sûr. On pense plus facilement nos vacances avec eux qu'avec les gens du vin. C'est vrai? C'est étonnant. Oui. Vous partiez en vacances du coup avec les grandes familles de la grande distribution? Ça nous arrive encore, oui. Des amitiés de 35 ans qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et c'est un beau message, c'est quelque chose que je vois dans l'entrepreneuriat et dans le sport aussi, c'est que finalement on peut être ennemi ou rival, on va dire, pendant des années, et finalement c'est des rivalités qui créent aussi des très belles amitiés. Oui, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Surtout quand ça s'arrête, c'est-à-dire tant qu'on est dans le combat, effectivement, c'est un peu rude, et on sort pas de ce qu'on doit faire, mais ça s'arrête forcément un jour. Et là, les souvenirs remontent et on voit toutes ces choses de manière différente. Ça me fait toujours penser, j'avais vu Prost qui décrivait sa carrière dans une série, je crois, et il parlait de son rival avec lequel c'était
très tendu, jusqu'au moment où effectivement ça a complètement changé le jour où lui s'est arrêté. Il s'est arrêté de courir à ce moment-là. La perception a été complètement différente et ils sont devenus presque amis. Oui, exactement. À Bordeaux, c'est un peu différent, hein, parce que Bordeaux, comment dirais-je, c'est un peu Chanel, hein, le vision dans la doublure. Les sentiments sont plus cachés, si vous voulez. C'est nous, on a bousculé les hiérarchies. C'était très mal vu au début. Maintenant, on fait partie du paysage. Donc, on est peut-être un peu englué. Ça prend plus de temps peut-être de faire sa place. Beaucoup plus. Et parce qu'il y avait l'aristocratie des bouchons, on n'en faisait pas partie quand on est arrivé. On a pris un grand terroir en déshérence et on l'a relevé, jusqu'au moment où on a inquiété un peu les grands. Et ça plaisait pas trop. Et puis, on sait très bien qu'on menacera jamais les premiers crus. Il y a un plafond de verre. Et on l'admet. Oui, il y a un système de classement. Hiérarchique. Donc, c'est une hiérarchie qui date de 1850 et qui est réputée infranchissable. Vous ne pouvez pas passer d'un niveau à un autre niveau. C'est quasiment défendu et impossible. Mais en dessous, ça peut bagarrer. Pourtant, ça se fait de plus en plus, mais ça se fait dans la difficulté. Vous avez réussi. Oui, mais ça fait 15 ans sur 35 ans qu'on est à peu près où on veut être. Vous vous rendez compte? Pendant 20 ans, il a fallu faire un step by step. Et moi, j'ai trouvé que c'était très long. Mais les autres Bordelais ont trouvé que c'était rapide. Et mon mari trouve que c'est plutôt rapide. Ça dépend de la perception que vous avez au temps. Hein. Bien sûr. Mais on y reviendra un peu de ce virage et de ce retour à la terre et à la vigne. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est toute votre histoire et une histoire de famille aussi. Peut-être je reviens quelques années en arrière, toujours pour peut-être clôturer sur le chapitre de GoSport qui parle forcément à nos auditeurs et nos auditrices qui sommes un média de sport. J'ai une question que j'aime bien poser, c'est peut-être c'est quoi les deux plus grandes décisions que vous avez dû apprendre dans cette épopée entrepreneuriale? Est-ce qu'il y a eu une ou deux décisions un petit peu marquantes et qui ont permis de faire passer à l'entreprise, même au groupe de manière générale, une marche supplémentaire à l'époque? Déjà, par exemple, le virage vers GoSport, ça a été quelque chose d'incroyable quand j'y repense a posteriori. J'avais fait un très grand magasin de produits frais dans un très beau centre commercial à l'époque de la ville, tout en marbre, premier étage, un magnifique centre commercial. Et ça a été une très mauvaise décision parce que le magasin n'a jamais bien fonctionné parce que la clientèle les vieux Grenoblois ne sont jamais venus dans ce centre commercial parce qu'il était en périphérie et que c'était déjà rédhibitoire. Donc, j'ai envisagé de fermer ce magasin, qui était un grand magasin, et j'ai eu cette idée, qui était sûrement saugrenue en tout cas pour tous les gens qui travaillaient avec moi et qui même pour mes concurrents, c'était d'aller voir les gens de chez GoSport, à l'époque ça s'appelait Team 5 d'ailleurs, pour leur dire, écoutez, j'ai un bel espace, j'aimerais en faire un magasin de sport parce que je pense que les Grenoblois sont pas très attirés par la grande nourriture, ils sont plutôt attirés par les montagnes, ils ont tous un anorak, chaque rue finit sur une montagne. Et un bonnet sur la tête et ils ne rêvent que de filer vers les sommets. Et donc, finalement, je les ai convaincus assez facilement. Et on a démarré comme ça un magasin, et puis on a eu un deuxième, puis ensuite on a eu 55. Alors, il me semble d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, que GoSport signifie en fait Grenoble Omnisport. Non. Non? Non. J'ai vu Grenoble Olympique Sport ou... Pas du tout. GoSport, tout simplement. 5, 4, 3, 2, 1, go quand vous êtes dans la porte d'un slalom, une descente. Ouais, c'était ça. C'était ça. D'accord, ok. En tout cas, sachez que cette rumeur court sur Internet. Je suis bien content de la rétablir. On n'était pas au courant.
Au moment où vous vendez GoSport, vous l'avez dit, plus de 50 magasins, à peu près. Comment est-ce qu'on déploie aussi vite? Parce que j'ai l'impression que ça a duré moins d'une dizaine d'années quand même. Il faut aller vite. faut aller d'une vélocité rare. Quand j'étais dans un groupe qui ouvrait beaucoup de magasins, donc j'avais le savoir-faire. C'est un déséquilibre moteur, c'est-à-dire vous créez du chiffre d'affaires, et il faut que ça suive, bien sûr. Et donc pour GoSport, c'est ce qu'on a fait, on a appliqué cette recette. Et donc on a ouvert des magasins à Marseille, à Annecy, à Lyon, et puis partout. Même aux États-Unis, il y en a ouvert 4. On en a ouvert 4 ou 5 aux États-Unis, à Los Angeles, on en a ouvert en Belgique. Voilà, le développement s'est fait très rapidement et très fort. C'est quoi les recettes pour aller aussi vite, aussi fort? La recette, pour aller aussi fort, il faut d'abord avoir la volonté de le faire. Il faut être aguerri à un système qui se développe et qui crée des succursales, qui crée des nouveaux magasins, des nouveaux emplacements. Et il faut avoir le management qui est capable de suivre chacune de ces créations. Et il faut avoir aussi sûrement un centre de logistique qui est capable d'amener la marchandise dans tous ces emplacements. Comment vous répartissiez les rôles à l'époque? À l'époque, je faisais tout et Florence, elle faisait pas grand-chose. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Florence, elle servait plutôt pour la communication, pour les achats. La vente. Bon, la vente, c'est voilà. déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça reste le nerf de la guerre. Le côté sérieux, c'est quand même le côté management, c'est le côté gestion, c'est le côté logistique, c'est le côté développement dont vous parlez, c'est-à-dire être capable de... Chaque fois que vous faites un magasin, vous pouvez vous tromper, et si vous vous trompez, vous trébuchez. Donc il ne faut pas se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur sur un magasin. Non, surtout au début. Ouais. Quand vous en avez des centaines, vous pouvez vous tromper un peu, mais quand vous êtes au démarrage, vous êtes obligé d'avoir du succès. Sans ça, vous mettez tout en péril. Donc, il faut être dans cet état d'esprit et il faut faire avancer les choses de manière rapide. Il y avait beaucoup de pression à l'époque. Oui, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de pression. Parce que au début, il fallait rassurer les actionnaires. Hein. Daniel n'était pas majoritaire. Et donc, ça veut dire une situation financière. Beaucoup de pression, parce que, si vous voulez, ça ne peut marcher que si vous gagnez plus d'argent que vous n'en dépensez. Sans ça, la sanction est immédiate. C'est pas, on creuse pas la dette comme le fait la France en ce moment. Si vous voulez, la sanction des banquiers est immédiate. Ils vous coupent les... Il faut rester créateur de richesse. Ils vous coupent les revenus. Donc, il faut absolument que vos résultats soient à la mesure de vos attentes, et en tout cas permettre de payer le développement que vous allez faire. Si vous avez la moindre faille à ce niveau-là, c'est foutu. C'est pour ça que je suis toujours très, très vigilant là-dessus. Dans un métier un peu saisonnier comme celui que je fais aujourd'hui, on maîtrise moins la conjoncture, parce que le climat, spécialement au sud de Bordeaux, n'est pas un climat forcément simple. C'est plus compliqué. Et on n'a pas choisi la méthode la plus facile, puisqu'on a arrêté tous les pesticides. Parce qu'après, tout le monde va vous parler d'agroforesterie, de diversité, de biodiversité, etc. Quand vous êtes certifié en agriculture biologique, là, c'est autre chose. Hein. Je me suis noté une question pour après sur le cahier des charges. J'espère que vous le connaissez par cœur, ou en tout cas dans les grandes lignes, parce que je pense que les gens sont assez peu au courant finalement de toutes ces contraintes. Pour terminer aussi un peu sur ce chapitre-là, est-ce qu'il y a eu des erreurs, des bêtises, des échecs? Moi, de l'extérieur, en faisant mes recherches, voilà, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que tout est allé très vite, beaucoup de magasins. Est-ce qu'il y a eu des apprentissages et des échecs?
Il y a des trains qu'on n'a pas pris, il y en a d'autres qu'on a un peu ratés. Il y a des magasins qui ont pas marché ou qui ont mal marché, ou avec certains qu'on a dû même revendre pour les repositionner ailleurs. Non, c'est des erreurs. Il y en a beaucoup. Mais ce qu'il faut, c'est il y a plus de succès que d'erreurs, parce qu'autrement, c'est la catastrophe. Mais quand on bouge de cette manière, on est sans cesse en déséquilibre créatif, et donc l'erreur, on la paye cher. Et c'est quoi la bonne recette pour un magasin? C'est l'emplacement, c'est le nombre de produits, c'est les prix pour le client, pour le consommateur. Qu'est-ce qui faisait que... C'est tout ça à la fois. Ajouter la communication et les ventes. L'emplacement est important, l'assortiment est en placement, la qualité du personnel est aussi déterminante. La réputation, c'est-à-dire vous arrivez, si vous avez réussi déjà ailleurs, eh bien, votre réputation, elle est quasiment faite au départ. Quand il faut la créer, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vendre, finalement? Vous avez parlé de défis. Après, on reviendra à McCann et cette expérience en communication, mais vous parliez de défis compliqués. Quels étaient-ils, finalement? Vous voulez dire dans le business? Ouais, tout à fait. Quels étaient les défis les plus compliqués? Pourquoi tu as vendu? Vendre. C'est parce que c'était le bon moment de le faire. Donc c'est un acte tout à fait rationnel et construit, parce que l'entreprise est arrivée à un niveau qu'on n'espérait même pas, et on pensait que c'était le bon moment. Et c'était le bon moment surtout parce que moi, j'ai jamais été très bon dans les timings, c'est-à-dire je suis souvent à contretemps. Dans le ski, j'ai été à contretemps parce que quand je suis arrivé, quand j'ai voulu faire du ski en professionnel quasiment, c'était déjà un peu tard. J'aurais dû le faire plus tôt. Pareil dans le métier du commerce ou de la distribution. Les places étaient déjà prises. Il y avait déjà les grandes sociétés de distribution nationales françaises et moi j'étais un très gros, une entreprise plutôt régionale, voilà. Et donc je sentais que la transmission serait très difficile parce qu'il y avait j'avais beaucoup de prétendants qui pouvaient me remplacer, mais pas tout de suite. Il fallait que je travaille encore très longtemps. Et donc, ça aurait fragilisé beaucoup l'entreprise. Donc, j'ai pensé que c'était le bon moment de vendre. Et je pense que ça a été le bon moment de vendre. Moi, j'ai mal pris. C'est vrai? Très mal pris. Parce que tu es la seule. Peut-être, mais je suis ta femme. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois la seule? Les autres étaient ravis, ils avaient les poches pleines. Ils ont immigré à l'étranger, bien sûr. Voilà. Donc, non. Moi, j'ai très mal pris parce qu'à l'époque, il faut savoir quand même pourquoi je suis parti. Parce que, vous allez voir, c'est pas du tout woke ce que je vais raconter. Allons-y. À l'époque, Daniel avait besoin d'aller en bourse, au second marché, pour chercher des fonds pour cette expansion qui allait vite. Et les analystes sont venus, ils ont dit, attendez, vous avez votre mère qui travaille encore avec vous, vous avez votre sœur, puis vous avez votre femme, 3 femmes autour de vous, la bourse l'acceptera pas. J'ai toujours aimé travailler avec les femmes. Mais oui. J'ai une directrice aux États-Unis. Mais on est bien d'accord. Ici, j'ai ma femme qui fait marcher les affaires, donc on est bien d'accord. Mais pas changer pour autant. Ça ne passait pas. Et c'est là que moi j'ai pris mes clics et mes claques et que j'ai monté parce que je suis allé chercher le budget Rossignol ski puisque finalement c'était pas si loin l'équipe de France et Rossignol à l'époque c'était une très grosse marque et puis j'ai pris aussi Go Sport qui était mon deuxième plus gros budget où on a gagné un Lion d'or à l'époque, c'était quand même une petite agence, c'était fantastique parce qu'on il n'y avait pas l'intelligence artificielle, mais on avait déjà bricolé pour faire du saut à la perche au-dessus de Stonehenge et du golf au fond d'une piscine. Enfin, des histoires un peu disruptives. Et
Ça avait bien marché. Et du coup, mon agence a grandi. Mais quand Daniel a vendu quelques années plus tard, j'étais dévasté. Je lui ai dit, mais tu vas être un néant social, j'ai besoin d'admirer pour aimer. Enfin, j'ai sorti Des conneries. des exocètes. Oui. Parce que le métier qu'on fait est très, très valorisant. On a fait un très beau métier avant, mais le métier qu'on fait en ce moment est encore plus valorisant que celui qu'on a fait. Ça n'a rien à voir. C'est des tout petits chiffres, mais c'est du luxe paysan, mais c'est le quiet luxury qui est quand même l'avenir pour nous. Je pense que on sera peut-être les derniers des Mohicans, mais ce qu'on offre aux gens, on pourra pas mettre un entonnoir dans l'intelligence artificielle et verser un grand vin dedans. Ça ne marchera pas. Ça, je suis bien d'accord. On a une chance. On est très différent de ce que peut offrir le monde irréel qui plaît tellement aux jeunes générations, mais il y a un moment où les plus intéressants, j'ai envie de dire les plus intelligents viendront vers nous. En tout cas, j'aime beaucoup cette métaphore du vin dans l'entonnoir de l'intelligence artificielle et finalement ça reste oui, de la piquette, restera de la piquette, mais sans vouloir être grossier. Vous saviez déjà que vous vouliez vous tourner vers la vigne ou un métier de terroir? Non, pas vraiment. Comment est venue l'envie? Pas vraiment. Quand j'ai vendu parce que je vous expliquais, rationnellement, je pensais que c'était le bon moment. Après, j'ai pris une année sabbatique, une fois dans ma vie. J'ai fait des petits exploits sportifs. Comme quoi? Comme par exemple, courir la Carrera Panamericana. C'est une grande course de 6000 km. À travers les cactus dans le Mexique. À travers le Mexique. Après, je suis allé courir... Avec une vieille ostinilée. Voilà. Oui, c'est avec des vieilles... Ouais. Sa vieille ostinilée, qui est toujours là. Après, je suis allé faire un marathon à New York. Après, je suis allé faire du ski hélicoptère dans les Rocheuses canadiennes. Tu as ramené, on avait un bateau à voile qui l'a ramené. Oui, j'ai commencé par traverser l'Atlantique dans le sens où ça pulse vraiment, c'est-à-dire des Antilles vers la France en hiver. Donc ça marche. J'ai oublié ma période de bureau en 5 minutes quand j'étais dans le... Il y avait besoin de profiter. Je pensais plus qu'à survivre. Moi, pendant ce temps-là, je gravissais les échelons de mon nouveau métier. Puisque Rossignol, on s'est planté complètement au Japon. Et du coup, j'ai dû me rapprocher, alors qu'on avait gagné les autres pays, et j'ai dû me rapprocher d'une grosse agence américaine, la plus belle, qui était la plus grosse de l'époque, McCann. Et ensuite, je suis devenu vice-présidente pour l'Europe. Et tout ça en 5 ans. Et je prenais le Concorde, enfin, c'était fantastique. Et puis, quand Daniel m'a dit, quand Daniel a vendu et est parti, alors là, c'était un choc, C'est pas vu pendant 9 mois, 10 mois. Et il était temps qu'on se retrouve, parce qu'en fait, on était malheureux. L'un sans l'autre, c'est une belle histoire. Comment est-ce qu'elle germe, du coup, cette graine de vouloir vous rapprocher de la terre et de la vigne? Quand est-ce que... C'est toi qui m'as dit, tu es dans le marketing, trouve-moi un métier où on ne soit pas nombreux, parce que 9000 personnes, c'est quand même lourd à gérer. C'est ça que vous vouliez plus? Mais Daniel voulait plus ça, oui. Et puis, quand il est revenu, moi, je lui avais étudié, mais on l'a pas vraiment regardé. À la vente, il y avait de la mode. Il y avait, je me souviens, Jacques Esterel. C'est notre époque, Mais on a dit, non, ça, c'est pas pour nous. Ensuite, il y avait Ediard, là on connaissait bien, mais Ediard, on a regardé et ils ont voulu un prix tellement élevé que c'était ridicule. C'est amusant parce que nous on a dit si jamais on y allait, ça serait à moitié prix et 2 ans après c'était à moitié prix. Et c'est le deuxième. Et après, on a regardé j'ai dit mais on va regarder les vins et Daniel a dit oui tu peux y aller parce que lui il avait grandi au-dessus des barriques de son grand-père qui était un épicier au-dessus de Grenoble. Et moi, j'avais ce souvenir des verres de vin qu'on buvait la veille des descentes.
Et aussi, notre liste de mariage, on avait dit, tiens, on veut pas une liste bourgeoise, offrez-nous des bouteilles de bon Bordeaux rive gauche. Et on savait absolument pas ce qu'on buvait, mais c'était le seul alcool qu'on buvait, c'était notre liste de mariage. Voilà. Et on a dit, on va regarder le vin Bordeaux rive gauche. Et on est tombé c'est un monsieur vieille vigne qui était l'homme vin d'une banque qui nous a conduits à Smith Lafitte. Je savais même pas comment ça s'écrivait, je me souviens de ça. Et je suis allé voir en avant-première ici. Il pleuvait, la tour était cassée, mais c'était une clairière de vigne entourée de bois, aux portes de Bordeaux. Et le gars nous a dit c'est un grand terroir, mal managé mais grand terroir. Et j'ai le coup incroyable, j'ai essayé de téléphoner à Daniel, dont le ciné était en panne dans un coin paumé du Mexique, et je l'ai eu. Et je lui ai dit écoute, je crois que j'ai trouvé. Et quand il est revenu, on a acheté trop vite, trop cher. Voilà. Mais bon, comme on dit en France, le prix s'oublie et la qualité reste. Quels étaient les challenges? Qu'est-ce qui vous donnait envie? Il y avait tout à faire. Ils appelaient ça la belle endormie, c'est-à-dire que il se passait pas grand-chose, effectivement. C'est un endroit qui était un peu un endroit oublié, Totalement. mais qu'on trouvait magnifique. Magnifique. Et donc, un potentiel. On pensait qu'il y avait un potentiel formidable. Les bâtiments qui existaient, tous très abîmés, y compris celui-là. Tout, y compris ici. Et il pleuvait à l'intérieur. Enfin bon, on a eu beaucoup de boulot. Vous avez tout refait. Tout le monde nous a regardé avec beaucoup d'admiration pour nous lancer dans un tel travail, pensant qu'on s'en sortirait jamais. Qu'on allait faire un petit tour et puis qu'on allait faire faillite. Voilà. Le banquier étranger qui était contre nous, à l'époque, il voulait raser toute cette chartreuse que vous avez vue avec cette enfilade de salons construit par George Smith à la grande époque, au 18e. Et il voulait aussi raser cette cuisine qui est dans la partie ferme du 17e de notre grande maison pour faire une petite pyramide. C'était l'époque de Paye au Louvre. Vous voyez. Et lui, il voulait faire une pyramide en verre à la place. Et là-bas, je sais pas ce qu'il aurait fait parce que c'était en tellement mauvais état aussi. Par contre, les gens savaient que c'était un grand terroir d'un seul tenant, historique, entouré de bois aux portes de Bordeaux. Donc, avec une belle histoire, une très très belle histoire, une longue histoire des grands châteaux de Bordeaux. Voilà. C'est compliqué à apprendre le métier du vin aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un métier presque technique, presque scientifique, où il y a un mélange de météo, un mélange de savoir-faire, et puis aussi d'agriculture. Est-ce que... Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est quand même difficile d'ailleurs. Pas si compliqué que ça. Et moi, je suis toujours entouré d'ingénieurs. Dans mes premières affaires, même quand je faisais du commerce, j'avais des ingénieurs avec moi. Et j'ai fait de même ici, où on a pris des ingénieurs agro qui sont venus travailler avec nous, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui savaient travailler en agriculture et savaient faire des grands vins. En tout cas, ils avaient toute la théorie pour ça. Bon, moi, j'avais la pratique, j'avais la volonté de réussir, je savais faire des choix, je savais faire bouger les choses, et je dois dire que j'ai appris sur le tas, et surtout avec eux, et avec peut-être un peu aussi des consultants extérieurs qui sont venus nous donner des conseils et nous aider. Voilà. Et moi, j'ai pas trouvé ça si compliqué. Oui, et quand c'est devenu dur, ça s'est passé année après année. Okay. Et les progrès ont été tellement importants que on vivait ça comme une réussite chaque année. Et on a finalement, en quelques années, on est arrivé à se mettre complètement au niveau. Mais quand c'est devenu plus dur, comme par hasard, il a mis sa femme présidente. Et lui, c'est mis président du conseil de surveillance. Je le rappelle quand même. Moi, je suis au directoire. Ça ne veut pas dire la même chose que le conseil de surveillance. Et je suis ravi qu'il parle si bien aujourd'hui, parce que d'habitude, il est plutôt taiseux. Parce que moi, il me manque quand même. C'est-à-dire, sur la stratégie, je compte toujours sur lui. Mais sur le reste, en ce moment, il faut être à la fois un booster d'énergie énorme, une excellence inspirationnelle pour les équipes. Il faut
trouver vers où va le vin. Nous, on a un succès incroyable avec notre blanc, par exemple, parce qu'on l'aime ou on l'aime pas. Et généralement, les gens l'aiment. On a nos aficionados partout dans le monde. On n'a pas toujours dans les tout meilleurs des grands blancs de Bordeaux, même si maintenant c'est la mode du blanc, tout le monde s'engouffre, mais on est au sommet. Sauf qu'on en fait très peu. Et ça, c'est un problème. Alors que notre rouge, on est dans les 15 meilleurs de la rive gauche. Mais si j'ajoute les 10 de la rive droite, le vent souffle. Vous voyez? Et c'est pas pareil. Il faut qu'on trouve ce côté différentiel qu'on a su trouver avec notre blanc. Et je pense qu'on n'en est pas loin parce que on exprime maintenant le génie de notre lieu. Et ça, c'est important. J'ai envie de vous demander quels sont vos secrets d'excellence à chacun, à tous les deux, parce qu'effectivement, il y a eu une vie un petit peu faste de sportif où tout va vite, on part à l'autre bout du monde, une vie dans le business où on ouvre des magasins plusieurs fois par an, et j'imagine que vous avez fait plusieurs fois le tour du monde, une vie dans la publicité, dans les Concordes, entre Paris et New York et Los Angeles, j'imagine. Ici, c'est un retour un peu à la lenteur, au calme. Comment est-ce qu'on trouve de l'excellence dans tous ces mondes-là, en fait? Finalement, quel est le secret pour réussir partout? C'est le secret du couple, hein, parce que je sais pas si on serait toujours aussi soudés si on n'avait pas eu 3 vies. C'est long, une vie de couple. Au moment où tout change, justement, comme vous le dites si bien. Et nous, on a cette chance d'avoir eu 3 vies et 2 filles qui font beaucoup plus de chiffres d'affaires que nous. Surtout une, les petites crèmes, et puis elle a des brevets, c'est un couple fantastique. Alors on les voit peu, ils habitent les avions, mais ils donnent 1% pour la planète avec la fondation Patagonia. Ce qui a fait plus de 10 millions d'arbres plantés. Maintenant, l'autre est formidable avec ses hôtels aussi. Fantastique. Oui. Fantastique. Non, mais je dis, il y en a une qui fait beaucoup plus de chiffres, mais elle a 6 ans d'écart. Hein. L'autre est plus jeune. Et avec, elle est très endettée avec son mari, mais par contre, elle a une réussite dans l'hôtellerie fantastique, puisque ils sont enfin arrivés au bout de leur rêve. Leur rêve, c'était d'ouvrir les plus beaux hôtels dans les plus belles régions du vin français. Et là, ici, il n'y a pas de problème. À Bordeaux, 2 étoiles Michelin, 3 restaurants, 3 piscines, dont une naturellement chaude puisque c'est celle du spa, des suites et des maisons sur pilotis magnifiques. Enfin, c'est un bel établissement du Sud-Ouest. Ils ont également la même chose dans la Loire, à Cheverny. J'ai découvert comme ça, moi. Dans les vins de Loire, c'est plus jeune, plus bobo, plus bourgeois bohème, mais très... Plus parisien aussi, peut-être. Ils ont ouvert il y a pas longtemps, ils ont déjà une étoile, et plus parisien, voilà. Et ils vont avoir quelque chose de fantastique en Bourgogne, avec ça va s'appeler les Sources de Vougeot, en reprenant un lieu historique où ils se sont bien débrouillés avec l'architecte des bâtiments de France, là, parce que ça va ouvrir fin février, c'est demain, et ça va être splendide. Ça m'énerve un peu, parce que la Bourgogne, quand même, bon, mais on reconnaît que ça va être sublime. Et l'année d'après, ça va être l'Alsace, sur la route des grands vins d'Alsace. Donc, surprise. Magnifique. Mais comment est-ce qu'on transmet cette ambition? Comment est-ce qu'on transmet cette excellence à ces 2 filles, quand même? Je pense que c'est l'exemple qui... Nos enfants nous voient bosser, nous voient prendre du plaisir à travailler. Ensemble. Ils nous voient pas prendre la retraite et nous regardent faire, et ça doit peut-être les inspire un peu. En tout cas... Puis aussi, j'espère, parce que chacun, on les a pas poussés spécialement. Non. Chacun s'est mis effectivement dans ses rails. Il y en a qui sont dans les cosmétiques, d'autres qui sont dans l'hôtellerie-restauration, et ils le font avec beaucoup d'excellence. Mathilde, je crois qu'on lui a appris à surfer sur ses points forts, parce que notre fille, elle est née, elle reconnaissait parfaitement les parfums. Donc on pensait que ça serait un énorme atout dans le vin. Mais en fait, elle aimait les mouillettes, la cosmétique. Pas savoir pourquoi, parce que c'était pas du tout notre phénomène premier, à tous les deux. Et en fait, elle a
quand elle a rencontré un chercheur et qui a dit pendant les vendanges qu'on jetait le meilleur de notre récolte. Et il faisait allusion à un tas de pépins blancs. Pépins blancs, ça sert pour la chaufferie où c'est jeté. Parce que les pépins de rouge donnent leur valeur au rouge. C'est pour ça que le blanc, un grand blanc vous désinfecte. Vous pouvez manger une mauvaise huître avec un grand blanc bio, ça passe. Mais c'est sa seule vertu. Alors qu'un grand rouge, surtout s'il est bio comme le nôtre, alors ça fait du bien à la peau, aux cheveux, avec modération. Quant à Alice, elle se débrouille très très bien aussi, puisqu'elle a démarré cet hôtel. Au départ, elle habitait dans une chambre un peu désaffectée. Déclassée, avec celui qui était son copain, même pas son fiancé au-dessus de la cuisine. Ils ont fait une très belle réussite ici. Maintenant, ils la dupliquent dans d'autres endroits avec beaucoup de... Ils vous sollicitent un petit... Elles vous sollicitent avec leur mari, parce qu'elles ont vraiment copié en tout cas le modèle du couple, moi qui m'inspire beaucoup. J'entreprends un peu avec ma compagne, donc ça m'inspire en fait ces duos, ces couples qui arrivent ensemble. Ils vous sollicitent, il y a des conseils de famille. Pas souvent, il y en a deux. L'anniversaire de Daniel, qui se passe au Cap Ferré, à l'entrée du Cap Ferré, dans une maison qui est là-bas. Et puis le Noël, voilà, où on se retrouve 2 fois 3 jours. Et là, il y a tout le monde. Il y a les 5 petits-enfants et les 3 couples, les 6. Voilà, ça fait 11 personnes. Et ça parle business plan à ce moment-là. Un petit peu, mais c'est surtout très sympa. Mais elles vont s'impliquer un peu plus dans le business de la vigne. C'est quand même la matrice. Elles ont envie de venir, d'être présentes, et moi je m'en félicite parce que mine de rien, même si ils disent tous que c'est un beau métier de vieux, on se fait pas de cadeaux, hein, famille. Comme je dis souvent, la lucidité n'exclut pas l'affection et l'affection n'exclut pas la lucidité. Hein. Quand on trouve que il n'y a pas de risque de prendre la grosse tête chez nous, il n'y a pas de risque d'avoir des enfants ou des petits enfants trop gâtés, même si on les trouve un peu trop parisiens et un peu formatés, quoi, parce qu'ils font beaucoup d'études et beaucoup de sport. Mais c'est pas mal, c'est les recettes qu'on a eues nous et qu'on a transmis à nos filles, à nos gendres, parce que même celui qui était pas très bon skieur, je peux vous dire qu'il a appris et maintenant c'est un grand montagnard. Tout le monde fait du ski, du sport en tout cas, c'est sûr, et du ski bien sûr, à bon niveau. Est-ce qu'il y a encore une vision pour les 10 prochaines années avec le château? Jusqu'où est-ce que vous avez envie de l'amener? Parce que finalement, avec le groupe Gentil Katia et le Egosport, vous le disiez tout à l'heure, c'est aller au-delà de vos espérances. Qu'est-ce qui serait au-delà de vos expériences avec le château? Pour l'instant, on a un nouveau défi. Smith Lafitte qui marche très très bien. Et on a aussi maintenant la Californie, qui est un autre vignoble qu'on a acheté il y a 5 ans, qu'on est en train de mettre en place. Et on découvre qu'il y a des synergies fantastiques entre les deux, qui sont bien plus fortes que celles qu'on imaginait. Parce que ce monde des grands amateurs de vin est finalement très international. Et il se porte avec la même intensité sur les grands vins de Bordeaux que sur les grands vins de Napa et de Rutherford. Et donc, quelque part, ce sont les mêmes. Et donc, ça nous fait très plaisir de les avoir ici, de les avoir là-bas, et de faire en sorte qu'ils passent d'un côté à l'autre avec beaucoup de bonheur, parce que les 2 endroits sont aussi beaux l'un que l'autre. Et ils préfèrent la Napa, on y fait des très grands vins. En tout cas, j'ai vu des photos, ça a l'air somptueux. Est-ce que si je pouvais avoir un petit cours de votre part pour faire un grand cru classé, j'ai cru lire, en tout cas dans des livres, qu'il fallait garder les très bonnes années pour ensuite en faire des assemblages. Est-ce qu'il y a une recette un peu, pas forcément secrète, puisque je vous demande de la partager, mais... Pas vraiment de recette. Mais d'abord, ça se fait très lentement. Un vin, ça ne se fait pas... C'est un processus qui dure
plus de 2 ans. Et donc, entre le moment où, même presque 3 ans, c'est le moment où la vigne commence à pousser, enfin, la végétation, et puis ensuite, on a les vendanges, et puis ensuite, on a la vinification, la fermentation. Ensuite, ça va rester pendant 2 ans dans les barriques. Ensuite, on va faire la mise en bouteille, et ensuite, on va les vendre. Mais c'est vrai qu'il y a des assemblages de plusieurs cépages, de plusieurs années. J'ai une autre réponse pour faire. Je trouve que pour faire un grand vin, je pense qu'il faut beaucoup de beauté autour et il faut lutter pour la beauté parce que vous faites pas un grand vin dans un endroit moche, ça, c'est sûr. Et il faut lutter parce qu'ici on est près de la ville, même si on s'est entouré de bois au fil des ans, la pression immobilière est forte et il faut avoir une idée sur le long terme. Ensuite, il faut lutter contre le climat. Ça, c'est essentiel. Et nous, on y arrive bien parce que maintenant, la vigne, on la nourrit. On est les seuls à avoir nos propres plantes dans nos clairières, qu'on sèche, qu'on raffine. Et on a des chevaux avec la jeune femme qui s'en occupe. Et des chevaux de travail, hein, et qui font nos 10 hectares de blanc, qui sont sur une pente assez prononcée à Bordeaux. Donc, on fait tout ce qu'on peut. On habite ici. Notre ingénieur agro, il habite à l'autre bout, et l'œnologue, il habite dans les bois là. Alors, disons que on est très réactif. Si on n'était pas aussi réactif, on pourrait pas tenir en bio aussi pointu que ce qu'on fait. Donc, il faut une équipe totalement dédiée et qui soit absolument dans l'excellence et qui ait les mêmes valeurs que nous. Hein, donc ça, c'est le troisième point après les cépages. Il faut choisir les bons cépages, lutter contre le climat, avoir l'excellente équipe. Et enfin, il faut donner de l'émotion aux gens qui viennent nous voir, transmettre ce que j'appelle moi le génie du lieu, et échanger et faire en sorte qu'ils s'en souviennent et qu'ils vous préfèrent. C'est important. Peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, juste avant ma toute dernière question de la fin, comment est-ce qu'on peut se procurer une bouteille Château Smith au Lafite? J'imagine il y a peut-être des restaurants partout à Paris. Alors ils ont surtout les jeunes vignes qu'on vous a fait goûter. Ils ont ce qui s'appelle les hauts de Smith, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les restaurants ont tellement de taxes qu'ils margent le vin trop fort. Hein. C'est ce qu'on dit à nos enfants, mais ils nous prouvent, montre en main, que les étoilés et même la nourriture aujourd'hui, avec tout le service qui va avec, c'est lourd. Donc le vin, les hauts de Smith, ils peuvent multiplier plus que sur le grand vin. Donc dans toutes les belles si vous allez dans toutes les belles brasseries et même les étoilés parisiens, vous trouverez des hauts de Smith. Ça, c'est formidable. Et le Smith Lafite, vous le trouverez aussi. Mais là, il faut craquer. C'est quel ordre de grandeur pour une bouteille, pour nos auditeurs? Alors, s'ils viennent l'acheter à la boutique, c'est pas très cher. Les jeunes vignes, elles sont en rouge, je dirais dans les 28 € et en blanc dans les 32. Et puis nos grands vins, ils sont autour de 100 €. Mais dans les restaurants, c'est plus cher. Et donc c'est pour ça qu'il y a souvent une petite préférence sur les jeunes vignes qui sont déjà extrêmement délicieuses et qui sont une entrée formidable vers la sophistication très grand vin. Voilà. Il y aura une caisse pour les copains et une caisse pour les parents. Exactement. J'attendais de demain sagement pour faire mes emplettes. J'ai 2 questions de la fin que j'aime bien poser. La toute première, c'est quelles sont vos routines auxquelles vous êtes attachés pour rester enthousiaste, pour rester ambitieux, pour rester en forme aussi? Est-ce qu'il y a des routines auxquelles vous êtes particulièrement attachés? Des routines. On fait de la gym un petit peu. Déjà, on commence la matinée avec un peu d'exercice. Voilà. Ensuite, on fait de la marche. On a mis nos bureaux loin. C'est des bureaux où il n'y a pas un pouce de plastique. On est cohérent. Hein. Ils sont tout en paille et en chanvre. Alors parfois on se gèle un peu l'hiver et on est un peu chaud quand il y a une canicule. C'est pas grave. Ça tient éveillé. Voilà. Ça tient et ils sont et il faut marcher pour y aller, ou alors y aller à vélo,
ou alors en voiture électrique quand il pleut vraiment beaucoup. Voilà. Donc, on est le week-end, il faut qu'on se promène. Souvent dans nos bois, parce qu'on a quand même 80 hectares de bois, autant que de vignes. On a 70 de rouge et presque 11 de blanc. Vous voyez, c'est pareil. C'est autour, tout autour, ce qui est rare. On peut faire de l'exercice rien qu'en marchant sur le domaine. J'irai faire un petit footing. Beaucoup. On crache quand on fait des aveugles et on en fait souvent. Et puis on déjeune et on boit, mais avec modération. Et je sais pas, il y a de la lecture, il y a de la respiration. C'est quoi Daniel, il aime bien. Il est dans les nouvelles du monde. Il aime bien. Beaucoup de lecture, du coup. Pour moi. Toi, tu es peut-être plus moderne dans ta manière de faire. Je sais pas. Et ma toute dernière question, c'est un petit peu un passage de micro, comme un passage de flambeau dans cette métaphore. C'est quelle est la personne ou le couple, pourquoi pas, que vous me recommandez d'aller interviewer pour parler à la fois de sport, d'excellence dans le sport et de haut niveau. Est-ce que vous pensez à quelqu'un, un ou une athlète qui aurait à la fois découvert l'excellence dans le sport de haut niveau et aussi dans les affaires? C'est pas contractuel, hein. Ne vous en faites pas. C'est juste pour nous inspirer. Les skieurs surtout. On connaît Jean-Claude Killy qui a réussi dans les deux, mais il est devenu un peu austère maintenant. Il est un peu difficile à toucher. Ce sera difficile de trouver une interview avec lui. Nous, on aime bien le rugby. Parce que les gars du Sud-Ouest, on a un gendre qui a beaucoup joué. Comme il est blond, il arrivait, on croyait que sa femme l'avait battu parce qu'il était bien marqué. Quand il arrivait dans son hôtel étoilé, là, le matin, tout bleu. Mais c'est vrai que les gens du rugby, c'est une grosse cohésion d'esprit d'équipe. Mieux qu'un sport individuel comme le tennis ou le ski. Et ça, je trouve que vous pouvez interviewer qui vous voulez, là. Il y a des bons. Les footeux, c'est autre chose. Mais enfin, bon, ça, c'est personnel. On se gardera. Merci infiniment à tous les deux pour cette heure passée ensemble qui était très riche et qui, moi, en tout cas, m'a réellement inspiré. J'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à aller découvrir le Château Smith au Laffitte. Je mettrai les liens dans la description pour aller voir sur le compte Instagram, pour aller voir le site si jamais. Puis aussi, bien sûr, les sources de Caudalie. Il faut que vous fassiez une visite obligatoire. Bien sûr, on va tourner quelques images qu'on mettra durant l'interview. On va aller se permettre. Moi, je vais rester quelques jours ici, comme je vous l'ai dit, donc je vais pouvoir en profiter pleinement et m'inspirer en tout cas de tout ce que vous avez créé. Merci infiniment et puis très bonne fin de journée. Merci à vous. C'était sympa.